Mais en gros, l'empreinte, c'est quelque chose qui vient en différentes dimensions, la dimension temporelle, spatiale, cognitive, sociale, et qu'il faut ajuster en tant que concepteur. Alors j'ai juste un tout petit point sur pourquoi jouer la guerre. Alors j'imagine que si vous êtes là, j'ai pas forcément besoin de vous convaincre, mais je pense que du coup j'habite en Angleterre, alors forcément j'ai vu le Wargaming Handbook de la défense au Royaume-Uni, mais en fait il y a une citation qui est très intéressante dedans, d'ailleurs je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment, il y a énormément d'informations dedans et c'est vraiment bien. En gros l'idée c'est que le jeu de guerre ça offre des perspectives qui complètent d'autres formes d'analyse et de formation, et en fait en faisant intervenir les gens directement, ça permet d'explorer les problèmes complexes de manière collaborative. Du coup, ça permet d'intégrer différentes méthodes, même des méthodes doctrinales, et je pense que Phil Sabine est un bon exemple là-dedans, avec des jeux qui exposent de manière très très simple la doctrine de l'infanterie britannique dans différentes situations. Et je pense que l'idée qui est vraiment importante, c'est qu'avec cet élément humain et interactif, finalement, on a une expérience qui permet d'avoir un résultat supérieur à la somme de ses parties. Donc au final, ne pas se perdre dans différents petits aspects du jeu, mais vraiment se poser la question sur qu'est-ce que cette expérience permet aux participants de tirer, en fait. Ce que j'aime bien, moi, dans le jeu d'histoire et dans le jeu de guerre, c'est que c'est un outil heuristique. Comme disait Benjamin Franklin, tu me dis j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et c'est vraiment cette idée, finalement, que les participants, par leur interaction et par leur expérience, vont interagir avec l'histoire d'un problème complexe. Et à la fois pour le concepteur, dans la conception du jeu, dans le processus de conception du jeu, ça va l'aider finalement à faire des recherches et à raffiner ses idées et à leur donner une certaine forme. Et pour le joueur, cet outil heuristique va lui permettre de mieux comprendre et d'avoir une meilleure connaissance historique ou doctrinale qui est souvent très tangible. J'aime bien donner l'exemple d'un jeu qui est très simple, qui s'appelle Old Fast Korea. Et en fait, il y a un jeu à bloc que je vous conseille d'essayer. C'est pas cher, c'est très simple à jouer. C'est pas le meilleur jeu sur la guerre de Corée qui existe. Mais en fait, il permet d'illustrer de manière très très simple les problématiques opérationnelles des deux camps. Et en fait, il permet d'illustrer la manière dont s'est passée la guerre. Et j'ai souvent cette anecdote qui est finalement en jouant le jeu, j'ai compris pourquoi une invasion amphibie à échelon pour les Alliés était pertinente. Parce que du coup, quand on joue au jeu, on se rend bien compte que à partir du moment où on arrive là, on peut couper tous les points de ravitaillement du nord vers le sud et on rend en fait la complexité opérationnelle, ça rend la complexité opérationnelle pour le joueur du nord très très intense, juste en prenant deux hexagones sur une carte. Et c'est assez déterminant. Ce qu'on va faire quand on va faire du jeu d'histoire, c'est, et ça je pense que Pierre Razou vous en parlera mieux que moi, surtout si vous avez une session avec lui cet après-midi, mais en fait on va créer un modèle historique interactif. Et du coup, là je vous donne l'exemple d'un jeu qui s'appelle Fading Star, qui est un jeu contrainte suractionnel qui est fait par un ami à moi qui s'appelle Yann, qui va être publié chez GMT, et du coup qui s'intéresse aux problématiques politiques dans les années 90 en Éthiopie. Et en fait, l'idée, ça va être de créer une matrice entre différentes factions qui sont représentées, qui vont être incarnées par les joueurs, et comment chacune de ces factions vont interagir positivement ou négativement les unes avec les autres. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va faire un travail de recherche, de synthèse, et créer cette matrice qui va être une visualisation top-down, en fait, qui va prendre en compte les modes d'action et les contraintes physiques du théâtre d'opération. Du coup, ça vient avec un coût. Donc, il y a certains avantages. Il y a une faible barrière d'entrée. Si vous pouvez jouer un jeu, en général, vous pouvez concevoir un jeu. Il n'y a pas vraiment d'exigence technique. Le coût de production est relativement faible. Vous avez une relation viscérale au jeu. Vous devez interagir avec les gens autour de vous, interagir avec le jeu. Il y a vraiment un rapport direct. Mais par contre, il y a toujours cette contrainte. La matrice dont je parlais, le système ludique, etc. Il impose une contrainte cognitive qui oblige le concepteur à synthétiser son propos et à créer un modèle, et finalement à se poser la question de, en fait, c'est un modèle qui va avoir un impact matériel sur les gens qui y jouent, mais on doit se poser la question de combien de temps ça prend, quelle est la charge cognitive qu'on impose, quelle est la charge émotionnelle. Et du coup, c'est là où j'en arrive au concept d'empreinte, et je distingue deux types d'empreintes. Il y a une empreinte tangible et une empreinte abstraite. Les empreintes tangibles, ça va être les plus simples à évaluer, ça va être tout ce qui va se lier à la dimension physique de l'objet du jeu. Donc du coup, combien de joueurs il faut, etc. Donc ça va vraiment être la partie matérielle, combien de place ça prend. Et après, plus intéressant et plus dur à évaluer, il y a l'empreinte abstraite du jeu, qui vont être finalement toutes les choses intangibles, qui vont être autour du jeu, qui vont être un frein à créer l'expérience, à engager le joueur avec le modèle qui a été conçu par le designer.
Il y a juste un point que je veux dire qui est vraiment important, c'est que cette empreinte elle est nécessaire. Et c'est pas parce qu'un jeu a une large empreinte que c'est une mauvaise chose. Alors du coup là je donne l'exemple de Fire and the Lake, qui est un jeu qui peut être très long, et qui donc est un jeu contre-insurrectionnel qui couvre maintenant avec les expansions l'intégralité de la guerre du Vietnam, même avec le moment de transition entre l'intervention française et l'intervention américaine, avec une expansion préquel qui a été sortie il n'y a pas longtemps. Et donc du coup voilà, c'est un jeu qui est très long, il faut 4 joueurs, il prend beaucoup de place, c'est une charge cognitive très très forte. Mais en fait cette empreinte que va avoir ce jeu-là va être positive parce que ça va permettre de comprendre ce conflit avec beaucoup de granularité en fait. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Et par rapport à l'expérience qu'on veut proposer, dans quel contexte on va la proposer, il faut vraiment avoir des choix conscients par rapport à cette empreinte et l'adapter à son public, à son contexte et finalement à l'idée qu'on veut pousser. Le problème qu'on va avoir en tant que concepteur pour évaluer cette empreinte, c'est que fondamentalement, et du coup ça c'est un concept en recherche sur la théorie ludique qui s'appelle le framework MDA, c'est qu'en fait le concepteur et le joueur vont avoir deux rapports radicalement différents, complètement opposés au jeu. C'est-à-dire qu'en fait le concepteur il va penser aux mécaniques, aux dynamiques et enfin à l'esthétique. Et du coup les concepts, en fait c'est un concept d'oignon qui va regrouper en fait comment abstraitement on peut voir un jeu. Donc les mécaniques en fait ça va être tous les systèmes ou toutes les composantes systémiques qui font qu'un jeu va fonctionner. La dynamique ça va être comment toutes les mécaniques vont interagir les unes avec les autres pour faire un modèle. Et l'esthétique finalement ça va être la partie supérieure du jeu, la couche de contact avec le joueur, qui vont être finalement les sensations, la notion de narration, les types d'interactions qu'on va proposer entre les joueurs, est-ce qu'on va leur proposer d'interagir positivement, négativement les uns avec les autres, etc. Le problème c'est que le concepteur, son rapport au jeu, son rapport au MDA Framework, ça va être de commencer par la mécanique, penser aux dynamiques et enfin à l'esthétique, alors que le contact avec le joueur, entre le jeu et le joueur, va partir par l'esthétique, puis les dynamiques et enfin la mécanique. Et du coup, cette asymétrie dans le rapport au jeu fait que pour un designer, ça va être très difficile de se poser la question de l'empreinte. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une approche, une méthode en fait, qui va être de permettre d'évaluer quantitativement l'empreinte qu'on va imposer au jeu. Donc je vais faire un petit tour d'horizon de cette empreinte et de ses différentes dimensions et de comment on peut l'évaluer. Et après, du coup, l'idée, ce serait d'avoir une discussion sur qu'est-ce que vous pensez de l'approche, est-ce qu'il y a des dimensions de l'empreinte auxquelles on n'a pas pensé, et surtout, est-ce que vous avez des idées éventuellement sur évaluer l'empreinte de la manière la plus quantitative possible. Je vais passer très vite sur les empreintes matérielles parce que finalement c'est quelque chose qui est très très simple à évaluer. L'empreinte matérielle, il y a la notion de temps. Du coup, ça c'est la chose la plus évidente, c'est combien de temps ça prend de jouer au jeu. Il faut aussi prendre en compte en fait combien de temps ça prend d'apprendre le jeu. C'est quelque chose qu'on oublie des fois. Combien de temps ça prend de l'expliquer, combien de temps ça prend de le mettre en place, combien de temps ça prend de le ranger. Donc voilà. Et du coup ça a des bénéfices et des risques. Donc les bénéfices, ça va être quand on va avoir un jeu long, du coup, ça va donner de la place pour le concepteur à créer un arc narratif, à créer l'interaction entre les joueurs, etc. Bon, les risques, c'est la perte d'attention, le coût social, combien de temps on doit donner pour pouvoir jouer. On crée moins d'opportunités pour jouer. Souvent, voilà, un jeu, on a envie qu'il soit joué. Il faut le rendre accessible. Et je pense qu'un bon exemple d'empreinte élevée, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Campaign for North Africa. Qui est un jeu à Babylon Hill, je pense, je ne me rappelle plus, un jeu des années 70 sur la campagne d'Afrique du Nord, qui prend, je pense, plus de temps à jouer que la campagne elle-même, et du coup, finalement, un problème. On a des joueurs qui jouent pendant plusieurs années. Et du coup, se pose la question à quelle est l'idée d'avoir un jeu avec une empreinte aussi élevée. Vous allez voir que toutes les empreintes en général matérielles vont être positivement corrélées. La deuxième, c'est l'empreinte spatiale. Combien de place il faut pour jouer au jeu. Vous avez probablement dû voir ça, mais il y a des jeux qui sont plus ou moins, qui prennent plus ou moins d'espace. Je pense que du coup, je ne sais pas si vous connaissez la série OCS, qui est une série opérationnelle, qui est un type de jeu comment ça s'appelle, qu'on appelle Hex Encounter. Donc du coup, on a des hexagones et des petits pions. Et du coup, voilà, typiquement, OCS, c'est une série qui prend traditionnellement énormément de place, qui joue sur plusieurs cartes en même temps, et qui impose finalement d'avoir un espace dédié. Et mine de rien, ça ne veut pas rien dire. C'est pour ça que les joueurs en général de jeux de figurines ont des clubs.
c'est que la dimension d'espace, finalement, c'est une contrainte physique matérielle qu'il faut prendre en compte et qui est une barrière d'entrée au jeu. Et enfin, il y a la dimension sociale qui est combien de personnes il faut rassembler autour de la table, est-ce qu'on a besoin d'avoir un club pour pouvoir jouer, pour pouvoir créer la répétition, combien le jeu coûte, etc. Donc ça, c'est la partie matérielle. On va arriver sur la partie abstraite qui est un peu plus subtile, un peu plus compliquée. Et du coup, avant de parler de la partie abstraite, je vais revenir sur un concept qui est le concept que aucun jeu n'existe dans le vide. Tous les jeux qui ont été conçus sont basés sur tous les jeux qui sont venus avant lui, ou en tout cas sur tous les jeux auxquels le designer a joué avant d'avoir conçu ce jeu. Et en fait, il y a ce concept que le design de jeu, en fait, c'est une superposition de couches de sédimentation, de mécanique, d'expérience, etc., qui vont graduellement constituer la boîte à outils du concepteur. Et donc du coup, il faut vraiment se poser la question de dans quel contexte culturel est fait un jeu, parce que c'est ça qui va avoir un énorme impact sur les choix qui ont été faits par les concepteurs, mais surtout sur la facilité de compréhension des concepts ludiques qui sont utilisés et la facilité de compréhension par les joueurs. Du coup, j'aime bien donner un exemple pour illustrer ça. C'est l'exemple des cartes. Du coup, on joue aux cartes à travers le monde entier, mais on y joue de manière extrêmement différente. Et typiquement, en fait, si je vous présente un jeu qui utilise des mécaniques qui sont proches du jeu de tarot, je sais que si je vais en Italie ou dans le sud-ouest de la France, et du coup, ça va être des mécaniques qui vont être comprises beaucoup plus simplement par la plupart des joueurs qui sont autour de moi, parce qu'ils auront été exposés les sédiments de la culture ludique auront inclus ça. Alors que si j'arrive avec des mécaniques qui viennent d'Asie, qui sont en général qui sont beaucoup en fait des variantes du mahjong qui ont pris des formes de cartes, finalement pour nous c'est complètement abstrait et ça doit être complètement évident en fait, ce genre de mécanique pour quelqu'un qui vit en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, pour nous ça paraît complètement étranger et ça demande un effort cognitif supérieur. Et donc du coup l'effort cognitif va être différent en fonction de la sédimentation, en fonction du contexte culturel et en fonction de l'expérience qu'ont les joueurs et l'environnement socio-culturel dans lequel ils ont évolué. Et donc du coup, j'avais une provocation pour les concepteurs de jeux, mais c'était de penser à Bourdieu. Alors du coup, il n'y a pas beaucoup de concepteurs de jeux qui pensent à Bourdieu, mais je pense que c'est important. Et en gros, j'avais cette idée que finalement, chaque joueur a un capital culturel ludique qui va influencer la charge qu'il va avoir ou l'empreinte que va avoir un jeu quand il va y être exposé. Et ça va être impacté par à quoi ils ont joué quand ils étaient petits, dans quel espace socio-culturel ils ont grandi, à quelle mécanique ils sont habitués. Et donc du coup, il faut garder tout ça en tête quand on va évaluer l'empreinte abstraite, parce que du coup, l'empreinte abstraite va être impactée par toute cette dimension culturelle. Alors, donc du coup, cette partie culturelle, c'est ce dont je vous parlais, évidemment, à quel point les gens sont exposés aux mécaniques auxquelles vous allez les exposer. Une autre empreinte abstraite à laquelle on pense pas forcément souvent, mais qui finalement est assez importante dans le jeu de guerre, c'est comment ça s'appelle l'empreinte émotionnelle. Est-ce qu'on va exposer le joueur à des choix éthiques extrêmement lourds? Dans quel contexte on va le faire? Est-ce que le joueur a été exposé finalement à ce type de choses-là? Donc du coup, typiquement dans un milieu professionnel, on peut travailler avec des professionnels de la défense qui ont souvent été en OPEX, qui ont été exposés au combat, et finalement, voilà, quel niveau d'inconfort on peut leur exposer, à quel niveau on peut déclencher ou faire réémerger des traumatismes existants. Et là, du coup, j'ai un exemple qui est, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu d'Histoire of Mine, qui prend la perspective de civils en fait, qui sont des victimes collatérales du conflit. Et finalement, voilà, la charge émotionnelle de ce jeu-là, elle est très très forte. C'est pas forcément un jeu qui est complexe à jouer, mais c'est un jeu où les joueurs sont exposés à des dilemmes moraux extrêmement durs, et où finalement, c'est des fois plus facile de se projeter, parce que du coup, il y a le concept de famille, le concept de fraternité, etc., qui sont en place, et la violence de la guerre face à des gens qui n'ont pas du tout de contrôle par rapport à ça. Après, il y a la dimension cognitive, donc ça c'est quelque chose autour duquel j'ai lancé pendant les précédentes slides de cette présentation, mais c'est finalement un élément qui est extrêmement important, qui est quelle est la charge que je vais donner aux joueurs pour apprendre les règles et pour y jouer. Alors du coup, la dimension cognitive, en fait, selon moi, elle a deux dimensions différentes. Il y a la bureaucratie du jeu, donc les règles en elles-mêmes,
quelles sont toutes les procédures que le joueur doit intégrer pour pouvoir jouer au jeu. Et enfin, après, il y a l'espace de décision qu'on offre au joueur. Du coup, un exemple pour illustrer ça, par exemple, si je vous donne le jeu de Go, je ne sais pas si vous jouez au jeu de Go, mais le jeu de Go, typiquement, je peux vous expliquer les règles en 2 minutes. Le problème, c'est que l'espace de décision est gigantesque. Donc du coup, la charge cognitive est énorme. Et d'un autre côté, on peut avoir des jeux des fois qui sont extrêmement procéduriers. Je pense que du coup, il y a pas mal de jeux, par exemple, qui sont faits pour être joués en solitaire. Par exemple, comme B-52, Queen of the Sky ou The Hunters, qui sont des jeux qui vont avoir une énorme procédure et donc une charge cognitive assez forte parce que le joueur va devoir connaître les différentes procédures du jeu. Et finalement, l'espace de décision va être relativement limité. Et donc, du coup, il y a vraiment ces 2 dimensions auxquelles on doit penser. L'importance de la complexité, c'est assez important et c'est quelque chose qu'on peut mesurer quantitativement. Et du coup, il y a des chercheurs justement en culture ludique qui sont arrivés avec ce concept de game refinement. Et ils y sont arrivés en analysant des jeux qui existent avec énormément de variations dans un espace culturel donné. En fait, ils ont analysé un jeu qui s'appelle le jeu de la chèvre et du tigre, qui existe dans toute l'Asie du Sud et qui connaît des variations régionales et historiques à travers tout cet espace culturel pendant plus d'1 millier d'années. Et en fait, on peut tracer l'apparition de ces variantes, leur apparition, leur propagation et la disparition. Et en fait, ils ont essayé de comprendre pourquoi une variation de ce jeu-là pouvait durer et s'étendre de manière plus importante que ces autres variations. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en analysant le concept de game refinement, ils pouvaient prédire la durabilité qu'allait avoir un jeu. Le game refinement, ça va être à chaque stade du jeu quel est l'espace de décision qui est possible au joueur. Donc en fait, ça va mesurer la complexité du jeu. Et on se rend compte que voilà, en fonction de la complexité, en fait, on va avoir des variantes qui vont rester et qui vont se propager parce que du coup, elles vont permettre dans le temps un espace de décision plus intéressant aux joueurs. Et donc typiquement, voilà, si on regarde les niveaux de complexité, les niveaux de game refinement, finalement, la variante du Bakhshal qui est apparue au Népal a duré plus et s'est propagée plus que la variante Adupuli, qui était beaucoup plus simple dans sa retranscription du jeu. Alors, tout ça pour dire, les variantes de ce jeu-là ne sont pas forcément importantes, mais c'est juste pour dire que voilà, on a des méthodes statistiques qui nous permettent d'évaluer l'espace de décision d'un jeu, et à chaque moment, en fait, évaluer son raffinement. Du coup, à partir de ça, je propose une méthode pour évaluer l'empreinte d'un jeu, et en fait, je propose une matrice qui va regarder 6 dimensions du jeu, et qui va les évaluer de manière la plus quantitative possible. Donc du coup, la dimension temporelle, spatiale, sociale, culturelle, émotionnelle et cognitive. Et pour le moment, au niveau cognitif, ce que j'ai fait, c'est que donc du coup, j'ai commencé à faire une base de données de jeux et du coup, je les ai analysés avec cette matrice-là pour justement voir comment on pouvait évaluer l'empreinte de différents jeux. Et pour le moment, sur la dimension cognitive, j'utilise l'évaluation qu'on trouve sur Board Game Geek où les joueurs vont finalement eux-mêmes renseigner quel est le niveau de complexité qu'ils ont attribué au jeu. Mais cette idée, c'est que là, on est en train de travailler justement avec différentes personnes, d'avoir une évaluation statistique sur évaluer, donc en utilisant des modèles de text mining pour regarder les règles, pour voir quelle est la complexité bureaucratique du jeu, et après utiliser le modèle de game refinement pour voir quelle est la complexité au niveau de l'espace de décision. Et à partir de ça, finalement, on va pouvoir faire visualiser finalement des empreintes par jeu et pouvoir comparer les empreintes de jeu les unes par rapport aux autres et finalement se poser la question de quelle est la bonne empreinte pour la bonne situation, pour le type d'expérience ludique qu'on veut proposer aux joueurs. Donc là, je propose de la visualiser donc, avec 4 exemples qui sont radicalement différents. Watergate, qui est un petit jeu qui se joue en 30 minutes avec des cartes. Days of Fire, qui est un jeu collaboratif. Twilight Struggle, qui est un jeu un peu plus intense. Et Pacific War, qui est probablement un des jeux les plus complexes que j'ai dans ma collection, qui est un jeu énorme sur la guerre du Pacifique par Mark Herman, qui fonctionne avec des dizaines de cartes, qui est un gros morceau. Et en gros, l'idée, en fait, c'est de se poser la question de quelle est la bonne empreinte pour la bonne expérience, et finalement de se poser la question de à quel point une empreinte peut être élastique. Et du coup, cet exemple d'élasticité de l'empreinte, je pense que Pacific War, c'est un bon exemple, parce que du coup, les différents modes de jeu vont pouvoir permettre au jeu, ou en tout cas à la personne qui facilite le jeu, d'adapter l'empreinte en fonction de l'expérience ludique qu'on a envie de proposer aux joueurs. Et typiquement, Pacific War, en fait, va avoir différentes modalités dans son système qui va lui permettre d'avoir une certaine élasticité
de son empreinte et qui va lui permettre d'être adapté à différentes expériences. Donc voilà, donc ça c'est juste une proposition, je suis désolé, c'est beaucoup d'informations, j'essaie de faire le plus dense possible. Je propose juste quelques lectures pour finir, en fait, pour conclure. Je pense qu'il y a 3 bouquins qui, moi, m'ont beaucoup fait réfléchir pour ce moment-là et que je conseille à toute personne qui s'intéresse finalement à la conception de jeu. Le premier, c'est Jouer la guerre d'Antoine Bourguillot, vraiment pour avoir une approche historique pour comprendre d'où vient le jeu de guerre, comment il a évolué et quel est son potentiel futur. Phil Sabine, qui est le chercheur britannique sur tous ces sujets-là, qui a fait un livre qui s'appelle Simulating War, qui en fait explique comment il conçoit, mais surtout comment il apprend aux gens à concevoir et à concevoir des simulations de conflits armés. Et enfin, le ministère de la Défense et le ministère des Armées a enfin sorti son premier manuel de jeu de guerre, et donc du coup le manuel de guerre qui est disponible, il me semble, gratuitement, dont la première version est sortie, il me semble, en août de cette année, qui est une super ressource francophone sur ces sujets-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je serais ravi d'entendre si vous avez des questions, d'expliquer un petit peu plus. J'ai été très rapidement sur certains points, mais bon. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Fred pour ta présentation. Je vois que ton expérience de statisticien te motive à un challenge assez important, visiblement. Mais ça a l'air très intéressant dans tous les cas. Et j'ouvre la voie aux questions si on a le temps pour en prendre une ou deux. Oui, bonjour Fred, désolé de ne pas pouvoir se voir en vrai. Pierre Azou. Pour vous, en tant que statisticien, quelle est l'occurrence minimale de test d'un wargame, c'est-à-dire en fait d'un scénario particulier, c'est-à-dire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois ou plus, pour pouvoir en déduire, disons, un retour opérationnel en termes de planification, de stratégie, etc. Alors du coup, je pense que la question, en fait, on peut répondre à cette question qu'en sachant finalement, on a besoin de plusieurs paramètres en fait pour évaluer un échantillon représentatif, je pense, pour ce genre de cas. Et pour faire ça, il faut savoir quel est le nombre d'issues possibles qui est proposé par le jeu en fait. Et en fait, plus le jeu va avoir un espace de décision important et va permettre d'avoir des issues possibles importantes, plus l'échantillon représentatif pour arriver à des tendances avec lesquelles on est à l'aise va être important, va être nécessaire. Donc je pense que ça dépend vraiment typiquement. Juste pour donner l'exemple, je pense que combien de parties de fitna on va en avoir besoin pour finalement tirer des tendances lourdes, je pense que ça va se compter en plusieurs centaines. Et à l'inverse, si on prend un jeu comme le Morpion, je pense qu'après une dizaine d'expériences, on peut avoir un échantillon beaucoup plus représentatif. Juste à titre d'exemple, il y a différents outils statistiques qui vont permettre d'évaluer certains éléments du jeu, et je pense que c'est la chose qui des fois va être la plus utile. Typiquement, quand on a des jeux qui utilisent des paquets de cartes, typiquement, on peut utiliser des simulations de Monte-Carlo pour pouvoir analyser les probabilités finalement de type de cartes que chaque joueur va avoir au cours d'une partie, pour pouvoir faire des évaluations d'équilibre et des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que l'outil statistique, moi, je vais plutôt avoir tendance à l'utiliser dans des pour évaluer des choses très très précises, donc des mécaniques de jeu en particulier, la probabilité qu'un événement en particulier va se passer, plutôt qu'essayer d'évaluer toutes les possibilités qu'un jeu va pouvoir avoir, parce que du coup, ça ouvre un champ des possibles tellement important que c'est très difficile d'avoir des échantillons représentatifs. En fait, ce que j'avais en tête, c'est quand les Américains disent qu'ils ont rejoué ou joué ou testé 20 fois la campagne de Taïwan, ils ont une éventuelle guerre sur Taïwan, est-ce que 20 fois ou 30 fois, même, c'est significatif ou pas? Alors du coup, moi je dirais non, et je dirais aussi que c'est, à mon sens, et ça c'est un avis qui est très personnel, c'est pas forcément une bonne utilisation du jeu de guerre. Je suis pas sûr que le jeu de guerre soit un outil prédictif.
je pense que c'est un outil plus, qui va être dans un cadre plutôt éducatif et qui va être aussi un outil qui va permettre un cadre de discussion et d'exploration d'éventualités. Je pense que concevoir le jeu de guerre comme un outil prédictif, c'est une mauvaise utilisation, une utilisation risquée, parce que du coup, de fait, par expérience, c'est très difficile de reproduire l'effet d'une partie. En fait, si on veut qu'un jeu de guerre puisse avoir des résultats reproductibles, comme on peut avoir en science, bah, du coup, en fait, on va devoir contraindre le système de manière très forte, en fait. Et c'est pas l'objectif du jeu de guerre. L'objectif du jeu de guerre, pour moi, ça va être justement l'exploration des possibles, et d'avoir des gens autour de la table, et de leur donner un espace de collaboration, un espace de discussion, un espace d'interaction. Et donc, du coup, je serais très sceptique, finalement, si j'ai un corps d'armée ou des professionnels de la défense qui disent qu'on est sûr de gagner ce conflit parce qu'on a fait 20 fois telle opération et on est sûr que ça va marcher. Ce que je préférerais entendre, c'est on a fait 20 fois cette opération-là et grâce à ça, on a évalué une dizaine de problèmes possibles auxquels on doit potentiellement se préparer parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait arriver. Mais je pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose, comme un résultat reproductible ou prédictif. Je pense que c'est un peu risqué. Merci. Vous faites référence au wargame du CSIS sur le... Oui, à la rende aussi, on l'a fait. Ouais. Je serais intéressé d'en discuter avec vous à midi. J'ai lu, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être dans l'assemblée? Oui, peut-être une question. Vous avez parlé à la fin de l'exposé de l'élasticité qu'on pouvait donner sur les 5 paramètres. Ouais. Comment on peut la développer, cette élasticité, sur un jeu qui existe déjà? Alors du coup, sur un jeu qui existe déjà, en fait, l'élasticité, je pense qu'on peut la travailler en travaillant par exemple le concept de scénario. C'est-à-dire qu'un jeu qui va avoir un seul mode de jeu et qui va être très lourd, finalement, on peut se poser la question, est-ce que je peux proposer un scénario plus court avec une mise en situation différente? Donc ça va être la première chose qui va potentiellement pouvoir jouer sur les élasticités spatiales et temporelles. Donc du coup, ça, un scénario, c'est l'exemple typique. Et je pense que quand vous jouerez à Fitna Statunidi, c'est typiquement un jeu qui est très élastique. Alors pas forcément au niveau spatial, mais au niveau temporel, il y a beaucoup de scénarios différents qui fait que les parties vont être plus ou moins longues et qui va aussi être très élastique au niveau social parce qu'on va avoir besoin de plus ou moins de joueurs. Après, on peut aussi jouer sur l'élasticité cognitive en ayant des modes de jeu. Je pense que Pacific War, c'est un très bon exemple. Pacific War, ça vient avec 3 livrets de règles parce qu'en fait, on peut jouer le jeu à 3 niveaux. Le jeu complet prend en compte la dimension stratégique, la dimension opérationnelle et la dimension tactique. Mais le jeu est très élastique parce qu'on peut jouer qu'à des scénarios qui ne vont prendre en compte que les éléments tactiques du système. Donc typiquement, en fait, avoir différents modes de jeu qui s'imbriquent les uns dans les autres font qu'on peut avoir cette élasticité cognitive. Et après, voilà, je pense que du coup, ça va vraiment être, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je suis sûr qu'il y en a plein auxquelles je pense pas. Mais pour le joueur, pour le concepteur, il y a beaucoup finalement de paramètres d'ajustement qui lui permettent de proposer un jeu qui est très élastique en termes d'empreinte.